Imaginez un monde sans aucune règle écrite. Un monde où la justice, ça dépend de l'humeur d'un chef. Ou un conflit, il se règle pas avec un code, mais avec un gourdin. C'est un monde où l'on vit dans l'incertitude permanente. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un combat, peut-être le plus fondamental de tous, celui de l'humanité contre l'arbitraire. Comment est-ce qu'on est passé de la loi du plus fort à un système où les règles sont en principe connues de tous? C'est l'histoire de l'invention d'une arme, en fait. Une arme, dans ce combat, la sécurité juridique. C'est une idée qui nous semble complètement évidente aujourd'hui, mais qui a été une révolution. Ah oui. L'idée que la loi, elle doit être stable, visible, prévisible, non pas pour servir le pouvoir, mais justement pour protéger les gens de ce même pouvoir. C'est un bouclier, quoi. C'est ça, un bouclier. Et pour comprendre cette invention, on va remonter à la source, à la toute première fois où l'on a eu cette idée un peu folle de graver la loi dans la pierre pour que personne, même pas un roi, ne puisse prétendre l'ignorer. Mhm. Et pour ce voyage, on s'appuie sur des sources assez géniales, une sorte de bande dessinée qui met en scène les grandes étapes de l'histoire du droit, et puis des analyses qui décortiquent la logique derrière ces moments clés. Alors, c'est parti, on remonte le temps. Avant de graver quoi que ce soit dans la pierre, comment ça se passait, la justice? Les sources nous décrivent un monde régi par un cocktail de trois choses. Oui, La coutume, le fameux «on a toujours fait comme ça», voilà. la force pure, où c'est le chef de clan qui décide, et le sacré, la volonté des dieux. Le but, c'était simple, la survie du groupe, rien de plus. Le problème fondamental de ce système, en fait, ce n'est même pas sa brutalité. C'est son imprévisibilité totale. D'accord. Une règle pouvait changer du jour au lendemain. Une alliance se brise, un nouveau chef arrive au pouvoir, et ce qui était permis hier devient un crime aujourd'hui. C'est impossible de construire une société complexe, de faire du commerce, de planifier son avenir quand les règles du jeu sont aussi mouvantes. C'est un monde où l'on m'a constamment regardé par-dessus son épaule, en fait. Précisément. Et c'est de cette lassitude, de ce besoin de stabilité qu'est née une prise de conscience. Une de nos sources, cette bande dessinée, le résume avec une phrase simple mais, je trouve, incroyablement puissante. Ah oui, Wes. Tout commence ici, quand l'homme décide que la force ne suffit plus à faire justice. C'est le moment où une société se dit « stop ». On a besoin de quelque chose de plus solide que l'humeur d'un homme. Et ce quelque chose de solide, on va le trouver à Babylone vers 1750 avant notre ère. Là, tout bascule. Il faut s'imaginer la scène. Au cœur de la cité, une immense stèle de basalte noir, plus de 2 mètres de haut, plantée là, à la vue de tous. C'est le Code d'Hammurabi. L'idée de génie, ce n'est pas seulement de mettre les lois par écrit, c'est de les rendre publiques, permanentes. De les graver dans la roche. Exactement. La loi n'est plus un secret détenu par les puissants, elle devient un fait objectif visible. C'est l'acte de naissance de la sécurité juridique, ni plus ni moins. Le message est très clair. Voici les règles, elles sont les mêmes pour tous, et elles ne changeront pas demain. Et quand on regarde le contenu, c'est tout aussi fascinant. L'article le plus célèbre, c'est bien sûr la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Alors là, il faut qu'on s'arrête, parce que pour nous, œil pour œil, c'est le summum de la justice barbare. On imagine une violence inouïe. Comment est-ce que ça peut être considéré comme un progrès? Ça me paraît complètement contre-intuitif. Ah mais c'est une excellente question, parce qu'elle touche au cœur de la Révolution. Avant Hammurabi, la vengeance, c'était une affaire privée, familiale et surtout illimitée. Illimité, c'est-à-dire? C'est-à-dire que pour un œil crevé, votre clan pouvait exiger la vie du coupable, raser son village, tuer toute sa famille. C'était le début de cycles de vendetta qui pouvaient durer des générations et qui détruisaient des communautés entières. Une sorte de guerre privée sans fin, en fait. Exactement. Et en imposant pas plus qu'un œil pour un œil, l'État fait quelque chose de radical. Il ne se contente pas de punir. Il s'empare du monopole de la violence légitime. Il dit à ses citoyens « Stop ! La vengeance, c'est fini. C'est moi qui gère et voici la limite. » D'accord. C'est la toute première étape pour briser les cycles de violence privée et construire une société qui va au-delà du simple clan. C'est un acte de construction de l'État. D'accord, je vois mieux. C'est moins une règle de cruauté qu'une règle de limitation. C'est un plafond, en quelque sorte. C'est un plafond, tout à fait. Mais quand on regarde les sources, on voit que le code allait bien au-delà de ces histoires de punition. J'ai été surprise de voir à quel point ça touchait à des domaines qui nous semblent très modernes. Absolument. Ce n'était pas un simple code pénal. C'était un véritable projet de société. On y trouve par exemple les premières traces de la responsabilité professionnelle. Ah oui, l'exemple de l'architecte. Oui, il est frappant. Si un architecte construit une maison qui s'effondre et tue le propriétaire,
l'architecte est mis à mort. Si c'est le fils du propriétaire qui meurt, on tue le fils de l'architecte. La logique est Implacable. implacable. Le code organisait aussi le droit de la famille, les contrats de location des terres, les taux d'intérêt. C'était une tentative de rendre toute la vie sociale prévisible. Mais il y avait une faille majeure, non? Cette loi n'était pas la même pour tous. Effectivement, et c'est un point crucial, la loi était stable, mais elle était ouvertement inégalitaire. La sanction dépendait du rang social. L'œil d'un noble valait plus cher que l'œil d'un routier. Qui lui-même valait plus que l'œil d'un esclave, j'imagine. Exactement. La prévisibilité existait, mais l'égalité devant la loi, ça, c'est une idée qui viendra bien plus tard. Donc, les Babyloniens ont eu cette idée de génie, de graver la loi pour la rendre publique. Est-ce que cette idée a fait son chemin, et est-ce qu'elle a été réinventée ailleurs? J'ai vu dans nos sources que les Romains ont poussé le concept à un tout autre niveau. Ils l'ont complètement transformé. On avance de plus de 1000 ans, on est à Rome, vers 450 avant Jésus-Christ. L'idée de base reste la même, on affiche la loi au cœur de la cité, sur le forum. Ce sont les fameuses 12 tables de bronze. L'objectif, comme le dit une de nos sources, est simple, des règles claires pour que chaque citoyen sache où il va. D'accord. Mais les Romains ne se sont pas arrêtés là. Leur véritable génie, ça a été de faire du droit une science. Une architecture de l'esprit. Concepts abstraits qui sont, encore aujourd'hui, l'ADN de notre droit. Ils inventent le métier de juriste, en fait. Des gens dont le seul travail est de penser le droit. Voilà, c'est ça. Et c'est là que ça devient fou pour moi. En lisant les sources, je suis retombée sur cette distinction qu'on apprend en première année de droit, le droit de propriété décomposé en usus, fructus et abusus. Oui, le droit d'utiliser un bien, d'en percevoir les fruits et d'en disposer. Et de me dire que des types en tauge ont théorisé ça il y a plus de 2000 ans avec une telle précision, ça donne le vertige, quoi. On a l'impression qu'ils avaient déjà inventé le logiciel de notre économie moderne. C'est exactement ça. Et cette abstraction, elle a des conséquences immenses. Par exemple, ils sont les premiers à faire une distinction nette entre la possession, le fait matériel de tenir un objet dans sa main, et la propriété, le droit légal et abstrait sur cet objet. Ça peut sembler évident, mais c'est vrai que... Mais c'est cette abstraction qui vous permet de vendre une maison sans la livrer physiquement, ou de posséder des parts dans une entreprise que vous ne verrez jamais. C'est l'invention d'une réalité purement juridique qui est le fondement de notre capitalisme. Une sorte de monde parallèle, purement légal, qui vient régir le monde réel. Précisément. Et tout ce savoir, cette immense construction intellectuelle, aurait pu disparaître. Mais au VIe siècle, l'empereur d'Orient Justinien a eu l'idée de tout compiler dans un ouvrage monumental, le Corpus Juris Civilis. Une sorte de grande sauvegarde. C'est ça. Un immense disque dur de sauvegarde du droit romain. Et ce disque dur, il va traverser le Moyen-Âge et il sera retrouvé par les juristes de Napoléon plus de 1000 ans plus tard. Et ils s'en serviront de base directe pour écrire notre code civil. L'héritage est direct, quasi intact. D'accord, donc Rome a bâti cette incroyable machine juridique. Mais que se passe-t-il quand la machine s'effondre? Après la chute de l'Empire romain, nos sources décrivent une scène qui est l'antithèse absolue du Forum romain. Ah oui. On est dans une forêt brumeuse et un seigneur rend la justice sous un chêne. On a vraiment l'impression d'un retour à la case départ. C'est un retour au chaos juridique. C'est ce que les historiens appellent le pluralisme juridique. L'unité du droit romain, elle vole en éclats. Il n'y a plus une loi, mais des droits qui s'empilent, se contredisent. Comment ça? Vous avez les coutumes orales des peuples germaniques, qui varient de village en village. Vous avez le droit canonique de l'Église, très sophistiqué, qui régit le mariage, la famille. Et vous avez le droit seigneurial, où chaque baron fait sa propre loi sur ses terres. Attendez, ça veut dire que la loi qui s'appliquait à vous dépendait de l'endroit où vous mettiez les pieds. Pire que ça, elle dépendait de qui vous étiez et de l'endroit où vous étiez. Imaginez être un marchand à cette époque. La loi qui régit votre contrat de vente peut dépendre non seulement de la ville où vous le signez, Mais aussi du statut de l'acheteur. exactement. Est-ce que votre acheteur est un noble, un prêtre ou un paysan? C'est un cauchemar logistique et une insécurité juridique permanente. On comprend pourquoi le commerce à grande échelle a eu tant de mal à redémarrer. C'est l'exact opposé de l'idéal romain. Totalement. Et cette période, elle est fascinante, mais elle nous sert surtout de grand rappel. Elle nous montre par contraste à quel point un système de droit unifié, écrit, clair, accessible, est une construction artificielle, précieuse et surtout très fragile. Ce n'est pas l'état naturel des sociétés humaines.
Alors comment est-ce qu'on sort de ce bourbier juridique? J'imagine qu'il a fallu des siècles pour ne serait-ce que oser rêver de retrouver l'ambition romaine. Des siècles. Il faut attendre la Révolution française et Napoléon. Après la Révolution, qui a aboli les privilèges et les lois locales, la France est unifiée politiquement, mais juridiquement c'est encore un patchwork. D'accord. Et Napoléon, en 1804, il a une ambition démesurée qui ressemble beaucoup à celle d'Hammurabi et de Justinien, donner une seule et même loi à tous les citoyens. Ce sera le Code civil. Et on retrouve les mêmes objectifs, j'imagine. La clarté, la stabilité. Exactement les mêmes. C'est ça qui est fascinant. La clarté, l'accessibilité et bien sûr la sécurité juridique. Le Code Napoléon, c'est une synthèse de génie. Il reprend l'ossature logique du droit romain. Celui qu'on avait redécouvert dans les universités. Voilà. Il y intègre certaines coutumes françaises qui avaient été mises par écrit, mais surtout, il y grave dans le marbre les grands principes de la Révolution. L'égalité de tous devant la loi, la protection de la propriété privée, la liberté de contracter. Ce n'est donc pas seulement un texte technique pour les avocats, c'est un projet de société, un texte politique. Absolument. Il est rédigé dans une langue claire, qui se veut comprise par le citoyen. Une de nos sources le décrit comme un texte si solide qu'il traversera les siècles. Et c'est vrai. Il a été exporté ou copié dans des dizaines de pays. C'est notre stèle de basalte moderne, quoi. C'est l'aboutissement de ce long combat pour la prévisibilité du droit. Alors si on fait le bilan de ce voyage, tout a commencé par un geste qui semble simple, mais qui est en fait profondément politique. Graver des règles sur une pierre pour que tout le monde les voie et que personne ne puisse tricher. C'est ça. Cette quête de prévisibilité, de stabilité, qui a démarré à Babylone, c'est le socle sur lequel on a pu construire des sociétés complexes et, disons-le, un peu plus pacifiées. Il faut insister sur le fait que cette idée antique, elle a des conséquences extraordinairement concrètes pour nous tous les jours. Si aujourd'hui, on peut signer un contrat de travail, acheter un appartement, créer une entreprise. Ou simplement connaître ses droits face à l'administration. Exactement. C'est parce qu'on a confiance dans ce principe de stabilité et de visibilité de la loi hérité d'Hammurabi. C'est la garantie que l'arbitre ne va pas changer les règles du jeu en plein milieu de la partie. Et ça nous amène à une dernière pensée, une piste de réflexion pour la suite. Hammurabi a gravé la loi dans la pierre, pour la rendre, pensait-il, permanente et immuable. Les Romains l'ont gravée sur du bronze. Napoléon l'a imprimée dans un livre. Aujourd'hui, nos lois sont sur Légifrance, nos contrats sont dans le cloud. Le support a radicalement changé. Ce qui soulève une question essentielle, je trouve, directement inspirée par ce voyage dans le temps. Une règle stockée dans le cloud, qui peut être modifiée par une simple ligne de code, parfois de manière opaque, est-elle aussi solide, aussi fiable, qu'une règle gravée dans la pierre à la vue de tous? La nature même de notre stèle moderne est en train de changer. Et il nous reste à comprendre ce que cela signifie pour la grande et fragile idée de sécurité juridique que nous avons mis 4000 ans à construire.